La gestion financière est l'un des piliers les plus sous-estimés d'une relation durable. Pourtant, c'est dans les petites décisions quotidiennes, acheter un café, payer une facture, choisir un mode de vie que se construisent les grandes tensions. La plupart des couples ne parlent pas d'argent parce qu'ils croient que cela gâche l'intimité, mais le silence sur l'argent crée des déséquilibres invisibles qui minent la confiance. Lorsque l'un des partenaires cache des dépenses, évite les discussions budgétaires ou assume seul la charge financière, il génère un sentiment d'injustice qui s'accumule lentement. Ce n'est pas la quantité d'argent qui détruit la relation, c'est la manière dont il est géré sans transparence. Une étude menée par l'Institut français de l'opinion publique en 2023 montre que 68% des divorces liés à des conflits financiers ont pour origine une absence totale de dialogue commun sur les priorités économiques. Il n'existe pas de budget parfait, mais il existe des pratiques communes qui empêchent la rupture. Fixer des objectifs partagés, établir un compte joint pour les dépenses essentielles, et respecter les engagements pris ensemble. Ignorer ces bases n'est pas un choix innocent, c'est un acte passif de négligence relationnelle. Le manque de clarté sur les rôles financiers est une erreur systémique. Beaucoup de couples fonctionnent selon des schémas non écrits. Tu paies le loyer, je paie les courses, sans jamais formaliser ce qui est attendu de chacun. Cette ambiguïté crée des frustrations latentes. Quand l'un pense avoir assumé sa part alors que l'autre considère que cette tâche était temporaire, le ressentiment surgit. Le problème n'est pas la répartition inégale des charges, mais l'absence de consensus sur cette répartition. Un couple qui ne définit pas explicitement qui paie quoi, quand et pourquoi, fonctionne avec des attentes inconscientes qui finissent toujours par être déçues. La solution n'est pas de diviser les dépenses à 50-50, mais de les discuter comme un contrat vivant, adaptable, renégocié chaque trimestre. Sans cette structure, chaque paiement devient un test de loyauté, et non un acte de coopération. L'utilisation d'argent personnel pour couvrir des dettes du partenaire sans discussion est une forme de sacrifice toxique. Beaucoup pensent que payer les dettes de l'autre prouve leur amour, mais cela crée une dépendance économique et une asymétrie de pouvoir. Celui qui paye acquiert involontairement un droit de contrôle. Celui qui reçoit perd son autonomie et développe une honte silencieuse. Ce type de situation est particulièrement dangereux lorsqu'il s'agit de dettes de consommation ou de jeu. Le fait de « sauver » l'autre sans lui demander de changer son comportement ne résout rien. Il transforme simplement un problème financier en un problème relationnel profondément ancré. La véritable solidarité ne consiste pas à absorber les conséquences, mais à accompagner la prise de responsabilité. Offrir un soutien émotionnel sans soutenir financièrement est souvent plus efficace qu'un virement bancaire. La confusion entre argent privé et argent commun est une source constante de conflits. Certains couples gardent des comptes séparés pour tout, y compris les dépenses familiales, ce qui rend impossible toute planification collective. D'autres fusionnent tout, sans aucune réserve personnelle, ce qui érode l'indépendance individuelle. Ni l'un ni l'autre ne sont intrinsèquement mauvais, mais ils deviennent destructeurs lorsqu'ils sont appliqués sans accord mutuel. Le modèle hybride, un compte joint pour les dépenses communes, 2 comptes personnels pour les libertés individuelles, est le plus efficace, car il combine transparence et autonomie. Mais ce modèle ne fonctionne que si les 2 partenaires acceptent de définir ensemble ce qui est commun et ce qui est personnel. Sans cette définition explicite, chaque achat devient un acte politique, et chaque décision un vote de méfiance. Le refus de planifier ensemble l'avenir économique est une erreur invisible mais fatale. Un couple qui ne discute jamais de l'achat d'un bien, d'un projet de départ en retraite, d'un investissement immobilier ou même d'une simple épargne pour les vacances ne construit pas un avenir commun. Il vit dans le présent immédiat, sans lien entre ses actions et ses aspirations. Cette absence de vision commune crée une dissociation émotionnelle. L'un veut acheter une maison, l'autre préfère voyager. L'un veut investir dans la formation, l'autre refuse tout risque. Ces différences ne sont pas problématiques en soi, mais elles le deviennent quand elles ne sont jamais abordées. La planification financière n'est pas un exercice technique, c'est un acte de co-création de l'avenir. Ne pas le faire, c'est accepter que chaque partenaire construise sa propre vie, en parallèle, sans vraiment partager le même chemin. Le manque de planification financière conduit à des décisions impulsives qui détruisent la stabilité. Un achat imprévu, un voyage hors budget, une réparation urgente non anticipée. Ces événements ne sont pas des exceptions, ils sont des symptômes. Ils révèlent que le couple n'a pas de système pour gérer les imprévus. Sans fonds d'urgence, sans budget flexible, sans consensus sur les priorités,
chaque petit choc financier devient une crise. Et chaque crise renforce la croyance que nous ne sommes pas faits pour ça. En réalité, ce n'est pas la crise qui est le problème, c'est l'absence de préparation. Un couple qui n'a jamais établi de plan d'urgence ne peut pas prétendre être prêt pour l'avenir. La préparation financière n'est pas une question de richesse, c'est une question de cohérence. La peur de parler d'argent provient souvent d'un traumatisme passé, enfance dans la pauvreté, dette familiale, trahison antérieure. Ces blessures ne sont pas rationnelles, mais elles influencent profondément les comportements actuels. Un partenaire qui a vu ses parents se disputer pour chaque centime peut développer une anxiété excessive face aux dépenses, même mineures. Un autre, ayant grandi dans l'abondance, peut considérer l'argent comme illimité, et donc ignorer les limites. Ces schémas inconscients ne peuvent être corrigés que par une communication consciente. Reconnaître que certaines réactions sont héritées, et non rationnelles. La guérison commence lorsque l'un dit « Quand tu refuses d'acheter ça, j'ai l'impression que tu me dis que je ne mérite pas. » Et que l'autre répond « Je n'ai pas peur de l'argent, j'ai peur de ne plus jamais pouvoir me sentir en sécurité. » C'est là que l'argent cesse d'être un sujet tabou, et devient un pont vers la compréhension. La négligence des aspects juridiques et administratifs est une erreur courante chez les jeunes couples. Pensez à la succession, à la protection légale en cas de séparation, à l'assurance vie, à la signature d'un pacte civil de solidarité ou d'un contrat de mariage. Beaucoup croient que l'amour suffit à protéger leurs biens, mais la loi ne reconnaît pas les accords verbaux. Si l'un des partenaires meurt sans testament, ou si la relation se termine sans document légal, les conséquences peuvent être catastrophiques. Perte d'héritage, saisie de biens, litiges familiaux. Ignorer ces questions n'est pas de la naïveté, c'est de la régression émotionnelle. Protéger sa relation ne signifie pas fermer les yeux sur la réalité, mais la préparer. Une simple consultation avec un notaire ou un conseiller financier peut éviter des années de souffrance. Enfin, la croyance que « l'amour résoudra tout » est la plus dangereuse de toutes. Elle repose sur une illusion romantique, que si on s'aime assez, les problèmes d'argent disparaîtront d'eux-mêmes. Mais l'amour ne remplace pas la discipline, la transparence, ni la responsabilité. Un couple peut s'aimer profondément et pourtant se détruire parce qu'il refuse de regarder la réalité en face. L'amour authentique ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais à les affronter ensemble, avec lucidité et humilité. Il ne s'agit pas de savoir combien vous gagnez, mais de savoir comment vous gérez ce que vous avez. La relation durable ne se construit pas sur des sentiments, mais sur des habitudes. Et la première de ces habitudes, c'est de parler franchement de l'argent pas comme un ennemi, mais comme un miroir de vos valeurs. Le silence sur les finances n'est pas une absence de conflit, c'est une absence de vérité. Lorsque deux personnes choisissent de ne pas parler de leur argent, elles choisissent de ne pas voir l'autre tel qu'il est. Elles créent une bulle de fausse harmonie, dans laquelle chaque décision financière devient un acte isolé, non intégré à un système commun. Ce n'est pas un manque de communication, c'est une stratégie de survie émotionnelle. Éviter la confrontation pour préserver l'apparence de la paix. Mais cette paix est illusoire. Elle se transforme progressivement en suspicion. Pourquoi ne me dit-il pas où il a dépensé cet argent? Pourquoi elle refuse de me montrer ses relevés? La confiance ne se construit pas par la bonne volonté, mais par la transparence répétée. Chaque omission, chaque mensonge blanc, chaque information cachée fragilise un peu plus ce fondement. À terme, le couple ne se méfie pas de l'argent, il se méfie de l'autre. Les couples qui évitent les conversations sur l'argent le font souvent par peur du jugement. Peur d'être jugé pour ses dépenses excessives, pour ses dettes, pour son manque d'épargne, pour ses choix de consommation. Cette peur est légitime, mais elle est destructrice lorsqu'elle est internalisée. Plutôt que de chercher à comprendre, on se retire. Plutôt que d'expliquer, on ment. Plutôt que de demander de l'aide, on dissimule. Ce cercle vicieux se nourrit de honte. Et la honte, dans une relation, est un poison silencieux. Elle détruit l'intimité parce qu'elle interdit la vulnérabilité. On ne peut pas aimer pleinement quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Et on ne peut pas connaître quelqu'un qui cache une partie essentielle de sa vie. Parler d'argent, c'est permettre à l'autre de vous voir dans votre authenticité avec vos peurs, vos erreurs, vos rêves. La difficulté à parler d'argent est souvent liée à des modèles familiaux transmis sans critique. Dans beaucoup de foyers, l'argent est un sujet tabou. On ne le mentionne pas, on ne le discute pas, on le laisse aux adultes, sans explication.
Les enfants grandissent ainsi avec l'idée que l'argent est sacré, dangereux ou honteux. Lorsqu'ils forment un couple, ils reproduisent ce schéma, sans même s'en rendre compte. Le résultat ? Deux adultes incapables de nommer leurs besoins financiers, leurs peurs, leurs objectifs. Ils vivent dans une forme de maladresse émotionnelle permanente. Pour briser ce cycle, il faut d'abord reconnaître que ces tabous viennent du passé, et non du présent. Ensuite, il faut apprendre à transformer la honte en curiosité. Pourquoi est-ce que j'ai peur de te dire que je dois 3000 €? Cette question, posée avec douceur, ouvre la porte à la guérison. Lorsqu'un partenaire refuse de participer à la gestion des finances, il ne se contente pas de délaisser une tâche. Il abandonne sa responsabilité relationnelle. La gestion de l'argent n'est pas un travail administratif, c'est un engagement affectif. Chaque facture payée, chaque épargne constituée, chaque budget respecté est un acte d'amour concret. Quand un partenaire laisse tout à l'autre, il déclare implicitement « Ton bien-être m'importe plus que le mien ». Cela semble noble, mais il s'agit en réalité d'une forme de déresponsabilisation. L'autre devient le gardien de la sécurité financière, tandis que le premier se libère de toute pression. Ce déséquilibre crée une relation asymétrique, où l'un est toujours en position de force, et l'autre en position de dépendance. La santé d'un couple ne se mesure pas à qui paie le plus, mais à qui participe le plus. La peur de l'avenir économique est amplifiée par l'incertitude professionnelle contemporaine. Emploi précaire, retraites incertaines, inflation galopante, coût de la vie en hausse, ces réalités rendent la gestion financière encore plus complexe. Mais ce n'est pas l'environnement extérieur qui détruit les couples, c'est leur incapacité à y répondre ensemble. Quand l'un cherche à se protéger en accumulant, et que l'autre cherche à vivre l'instant en dépensant, la tension monte. Ce n'est pas une différence de caractère, c'est une différence de stratégie de survie. La solution n'est pas de forcer l'un à adopter l'autre style, mais de trouver un terrain d'entente basé sur la compréhension. Cela implique de reconnaître que les deux approches sont valides, mais qu'elles doivent être intégrées dans un cadre commun. Sans ce cadre, chaque décision est une bataille. L'argent est souvent utilisé comme substitut à l'affection. Offrir un cadeau coûteux pour compenser une absence, payer une soirée chère pour éviter une conversation difficile, ou utiliser des achats comme preuve d'amour. Ces comportements masquent une carence émotionnelle. Ils transforment la relation en transaction. Lorsque l'argent devient la langue principale de l'expression affective, les gestes sincères disparaissent. Un « je t'aime » remplacé par un « je t'ai acheté un téléphone neuf » ne crée pas de connexion, mais une dépendance matérielle. Ce type de dynamique est particulièrement fréquent dans les couples où l'un des partenaires a été élevé dans un environnement où l'amour était conditionné à la satisfaction des besoins matériels. Guérir ce schéma demande de réapprendre à exprimer l'affection sans passer par l'objet. La perte de confiance due à des mensonges financiers est extrêmement difficile à réparer. Même un petit mensonge, j'ai payé la facture, alors que ce n'est pas vrai, crée une fissure dans la relation. La confiance ne se construit pas en un jour, mais elle se détruit en une seconde. Une fois révélé, le mensonge change la perception de tout ce qui a été fait avant. Tout acte précédent est remis en question. Est-ce qu'il a aussi caché autre chose? Est-ce qu'elle a déjà menti sur autre chose? La reconstruction prend des mois, voire des années, et nécessite une transparence absolue. Mais même alors, la mémoire de la trahison persiste. La meilleure façon d'éviter cela? Ne jamais mentir. Pas même une fois. Car chaque petite omission est une pierre ajoutée au mur qui sépare. Les couples qui ne partagent pas leurs revenus ne partagent pas leur avenir. Même si les comptes restent séparés, l'absence de partage des informations sur les salaires, les primes, les bonus, les dettes ou les projets d'investissement crée un fossé invisible. Il n'est pas nécessaire de fusionner tout, mais il est indispensable de synchroniser les données. Savoir combien l'autre gagne, ce qu'il dépense, ce qu'il économise, ce qu'il rêve de faire, c'est la base d'une alliance réelle. Sans cette synchronisation, chaque partenaire vit dans sa propre bulle financière, et la relation devient une cohabitation plutôt qu'un partenariat. La communauté financière n'est pas une obligation légale, c'est une exigence émotionnelle. La dernière raison pour laquelle le silence sur l'argent est destructeur, c'est qu'il empêche la croissance collective. Un couple qui ne parle pas d'argent ne peut pas grandir ensemble. Il ne peut pas investir dans un projet commun, ni prendre de décisions stratégiques, ni même définir ce qu'il veut devenir. Il reste bloqué dans le présent,
incapable de construire. La croissance relationnelle exige une vision partagée. Et cette vision ne peut pas exister sans une compréhension claire des ressources disponibles. Dire « on verra bien » n'est pas une stratégie, c'est une capitulation. Le silence n'est pas une paix, c'est une mort lente. Les dettes cachées ne sont pas seulement une question d'argent, elles sont une violation de la confiance. Que ce soit une carte de crédit utilisée sans consentement, un emprunt auprès d'un ami non déclaré, ou un prêt personnel contracté pour couvrir des dépenses de loisirs, le fait de dissimuler une dette est un acte intentionnel de tromperie. Ce n'est pas une erreur de gestion, c'est un choix moral. Lorsqu'un partenaire choisit de cacher une dette, il choisit de préserver son image plutôt que la santé de la relation. Il suppose que l'autre ne pourra pas le supporter, qu'il sera jugé, rejeté ou humilié. Mais ce qu'il ignore, c'est que la vérité, même douloureuse, est toujours moins destructrice que le mensonge prolongé. Les dettes cachées créent une asymétrie de risque. Celui qui les cache assume tout le poids psychologique, la peur d'être découvert, la honte, l'anxiété constante. Celui qui ne sait pas, lui, assume tout le risque financier. Il peut être sollicité pour rembourser, il peut se retrouver engagé dans des garanties non connues, il peut voir son score de crédit affecté par des dettes qu'il ne connaît pas. Cette inégalité de traitement est profondément injuste. Elle transforme la relation en une relation de domination et de soumission, où l'un détient un secret qui donne un pouvoir invisible. Ce pouvoir n'est pas légitime, il est acquis par la manipulation. Et dans une relation saine, aucun pouvoir ne doit être exercé sans consentement. Le type de dette le plus dangereux est celui qui est justifié par une logique de « sacrifice ». Je l'ai fait pour toi, c'était pour nos vacances, j'ai payé ton billet d'avion. Ces phrases sont des pièges émotionnels. Elles transforment une dette personnelle en une obligation morale. L'autre se sent coupable de ne pas pouvoir rembourser, même s'il n'a jamais demandé cela. Ce genre de justification est une forme de chantage affectif. J'ai fait un sacrifice pour toi, donc tu dois me pardonner. Mais un sacrifice authentique ne demande pas de compensation. Il est libre. Une dette cachée, même, pour l'autre, n'est jamais un sacrifice, c'est une manipulation. Dans de nombreux cas, les dettes cachées sont liées à des addictions. Jeux d'argent, shopping compulsif, pornographie payante, abonnement secret. Ces comportements ne sont pas seulement financiers, ils sont psychologiques. Le partenaire qui les pratique utilise l'argent comme moyen d'évasion, de récompense ou de contrôle. La dette devient alors un symptôme d'un problème plus profond. Le couple ne peut pas résoudre la dette tant qu'il n'aborde pas la cause. Une simple discussion sur le budget ne suffit pas. Il faut un accompagnement professionnel, thérapie, conseils financiers spécialisés, groupe de soutien. Ignorer la racine du problème revient à traiter un symptôme sans guérir la maladie. La peur de dévoiler une dette est souvent liée à la honte de l'échec. Beaucoup pensent que si l'autre découvre qu'ils ont eu des difficultés financières, ils seront perçus comme incapables, irresponsables ou faibles. Cette croyance est erronée. La vulnérabilité authentique suscite l'empathie, pas le rejet. Les couples qui traversent des périodes de crise ensemble deviennent plus forts, pas plus faibles. Ce qui détruit, ce n'est pas la dette, c'est le secret. Révéler une dette, c'est ouvrir la porte à la collaboration. La garder cachée, c'est fermer la porte à la possibilité de réparation. Il n'existe pas de relation durable sans courage de dire la vérité, même quand elle fait mal. Les dettes cachées entraînent souvent des conséquences juridiques inattendues. Un prêt contracté en nom propre peut devenir une obligation partagée en cas de pax ou de mariage. Un bien acheté avec un crédit non déclaré peut être saisi en cas de séparation. Une carte de crédit utilisée pour des achats familiaux peut être réclamée par la banque au nom du couple. Dans certains pays, même sans contrat de mariage, les dettes contractées pendant la vie commune peuvent être considérées comme communes. Ignorer ces réalités juridiques est une forme de négligence criminelle. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de protection légale. Le secret financier peut vous coûter bien plus qu'un montant d'argent. Il peut vous coûter votre liberté. Le moment où une dette cachée est découverte est souvent le point de non-retour. Ce n'est pas le montant qui compte, mais la manière dont la révélation est gérée. Si le partenaire qui a caché la dette admet son erreur, propose un plan de remboursement et accepte de travailler avec l'autre, il existe encore une chance. Mais si la réponse est le déni, la justification ou le reproche, c'est de ta faute si je suis dans cette situation,
alors la relation est en danger mortel. La réaction à la découverte révèle la maturité émotionnelle du couple. La colère est normale. Le rejet est une option. Mais la reconstruction n'est possible que si les deux parties acceptent de regarder la vérité en face, sans excuse. Les couples qui ont déjà vécu une dette cachée et qui ont réussi à la surmonter ont tous un point commun. Ils ont mis en place un système de transparence obligatoire. Cela peut être un tableau partagé, un rendez-vous mensuel sur les finances, ou une application collaborative de suivi des dépenses. Ce n'est pas une surveillance, c'est une sécurité. Cela permet de prévenir la récidive. Le simple fait de savoir que tout sera visible réduit considérablement la tentation de cacher. La transparence n'est pas un manque de confiance, c'est une preuve de respect. Et dans une relation saine, le respect prime sur la confiance aveugle. Les dettes cachées ne sont pas un problème isolé. Elles sont le symptôme d'un système relationnel dysfonctionnel. Si un partenaire peut cacher une dette, il peut aussi cacher d'autres choses. Des émotions, des rencontres, des pensées, des rêves. La dette est juste la première manifestation visible d'un déséquilibre plus profond. Guérir la dette, c'est bien. Mais guérir la relation, c'est mieux. Et cela ne se fait pas en un jour. Cela se fait en petits gestes de vérité, répétés chaque jour, jusqu'à ce que la confiance redevienne naturelle. Le refus de créer un budget commun est souvent présenté comme une affirmation d'autonomie personnelle. Mais en réalité, c'est une forme d'isolement émotionnel. Dire « je veux garder mes propres finances » n'est pas un droit, c'est une stratégie de survie. Et cette stratégie, à long terme, détruit la capacité du couple à agir comme une unité. Un budget commun n'est pas une perte de liberté, c'est une structuration de la liberté. Il permet de savoir où va l'argent, pourquoi il est dépensé, et comment il peut être utilisé pour construire quelque chose de plus grand que soi. Sans ce cadre, chaque euro dépensé est une action isolée, sans lien avec les objectifs du couple. Beaucoup de couples fonctionnent avec des comptes séparés et des contributions irrégulières. Je paie le loyer, tu paies les courses, on met de côté ce qu'on peut. Ce système semble équitable, mais il est fondamentalement instable. Il ne prévoit pas les imprévus, il ne planifie pas les objectifs, il ne crée pas de synergie. Il est basé sur la réactivité, pas sur la proactivité. Quand une dépense importante survient, une réparation de voiture, un hôpital, un déménagement, il n'y a pas de réserve commune, pas de plan, pas de consensus. Alors chacun réagit selon ses propres priorités, souvent contradictoires. Le résultat ? Des conflits chroniques, des reproches, et une impression de ne jamais avancer ensemble. Le budget commun ne signifie pas que tout doit être fusionné. Il signifie que certaines dépenses sont collectives, et que leur gestion est partagée. Cela inclut le logement, les factures, les assurances, les vacances, les soins médicaux, les économies pour l'avenir. Le reste peut rester personnel. Mais la frontière entre ce qui est commun et ce qui est privé doit être claire, écrite, et acceptée par les deux. Sans cette clarté, chaque achat devient un terrain de guerre. Pourquoi tu dépenses autant en café alors que je n'ai pas pu payer la facture d'électricité? Ce genre de question surgit non pas à cause de l'argent, mais à cause de l'absence de règles partagées. L'idée que « je gagne plus, donc je décide » est une erreur courante et dangereuse. Elle transforme la relation en hiérarchie économique. Celui qui gagne le plus se considère comme le décideur, et l'autre comme le subordonné. Cette dynamique est incompatible avec l'égalité relationnelle. Le pouvoir ne vient pas du salaire, mais de la contribution globale émotionnelle, domestique, financière. Un partenaire qui gagne moins mais qui assume la majorité des tâches domestiques, de la gestion administrative ou du soutien psychologique apporte une valeur inestimable. Son opinion sur le budget doit être aussi valable que celle de l'autre. Sinon, le budget devient un outil de domination, et non de coopération. Un budget sans objectif est une liste de dépenses, pas un plan de vie. Beaucoup de couples ont un budget, mais il ne sert qu'à suivre les dépenses mensuelles. Il ne contient pas d'objectif à court, moyen ou long terme. Pas d'épargne pour un voyage, pas de fonds pour une formation, pas de projet immobilier, pas de plan de retraite. Ce type de budget est une illusion de contrôle. Il donne l'impression d'être organisé, alors qu'il est simplement réactif. Le vrai budget, lui, est orienté vers l'avenir. Il pose des questions. Où voulons-nous être dans 3 ans? Quel style de vie voulons-nous construire?
Quels sacrifices sommes-nous prêts à faire pour y arriver? Sans ces questions, le budget est vide. La création d'un budget commun exige du temps, de la patience et de la communication. Ce n'est pas un exercice technique, c'est un processus émotionnel. Il faut discuter des peurs, des désirs, des traumatismes passés, des influences familiales. Il faut apprendre à entendre ce que l'autre ne dit pas. Il faut accepter que certaines dépenses ont une valeur symbolique pour l'un, même si elles semblent absurdes pour l'autre. Par exemple, un abonnement à une salle de sport peut représenter pour l'un une forme de soin de soi, alors que pour l'autre, c'est une dépense inutile. Le budget ne peut pas être imposé, il doit être négocié. Et chaque compromis est un acte d'amour. Les couples qui ne font pas de budget commun finissent par vivre dans deux mondes différents. L'un pense qu'ils vont partir en vacances l'année prochaine, l'autre pense qu'ils ne pourront jamais se le permettre. L'un pense qu'ils vont acheter une maison dans 5 ans, l'autre pense qu'ils resteront toujours en location. Ces divergences ne sont pas des différences de goût, ce sont des divergences de réalité. Et quand la réalité ne correspond pas, la relation se délite. Le budget commun est le seul outil qui permet d'aligner ces deux réalités. Il crée une version partagée du futur. Sans lui, le couple vit dans des univers parallèles. Le budget n'est pas un contrôle, c'est une libération. Beaucoup craignent que l'établissement d'un budget signifie qu'ils ne pourront plus rien acheter. C'est l'inverse. Un budget bien conçu permet de dépenser plus intelligemment, donc plus librement. Il permet de dire oui à ce qui compte vraiment, et non à ce qui est impulsif. Il permet de dire non à ce qui détruit, et oui à ce qui construit. Un couple avec un budget commun peut se permettre des choses que ceux sans budget ne peuvent même pas imaginer. Un voyage en famille, une formation professionnelle, une propriété. Parce qu'ils savent où va chaque euro. Parce qu'ils ont choisi ensemble. L'absence de budget commun est souvent le signe d'un manque de projection commune. Si vous ne pouvez pas vous mettre d'accord sur comment dépenser votre argent, comment pouvez-vous vous mettre d'accord sur comment vivre ensemble? L'argent est le reflet de vos valeurs. Si vous ne partagez pas vos valeurs financières, vous ne partagez pas vos valeurs de vie. Et une relation sans valeurs partagées est une relation sans direction. Un budget n'est pas une contrainte, c'est une boussole. Et une boussole sans aiguille ne sert à rien. Enfin, le budget commun n'est pas un document figé. Il doit être vivant, révisé, ajusté. Il doit évoluer avec les changements de revenus, de besoins, de priorités. Un budget annuel qui ne change jamais est aussi dangereux qu'un budget inexistant. Il devient une prison. Le vrai budget est un contrat en mouvement. Il est révisé chaque trimestre, discuté chaque mois, et redéfini chaque année. Il n'est pas une règle, c'est un dialogue permanent. Et c'est précisément ce dialogue qui maintient la relation vivante. Utiliser l'argent comme récompense ou punition est une forme de chantage affectif. Ce n'est pas une erreur de gestion, c'est une déformation de l'amour. Quand un partenaire offre un cadeau coûteux pour qu'un autre cesse de se plaindre, ou refuse de payer une sortie pour sanctionner un comportement, il transforme la relation en un marché. L'affection devient une marchandise. L'attention devient une monnaie d'échange. Et la confiance, en conséquence, disparaît. Ce n'est pas la quantité d'argent qui compte, c'est la logique derrière son usage. Lorsque l'argent est utilisé pour contrôler, il n'est plus un outil, il devient une arme. Les récompenses financières créent des dépendances émotionnelles. Lorsqu'un partenaire sait que pour obtenir de l'attention, de la reconnaissance ou même un simple « je t'aime », il doit accomplir une tâche spécifique, nettoyer la maison, travailler plus, se taire, il apprend à manipuler la relation pour obtenir ce qu'il veut. Ce n'est plus de l'amour, c'est du conditionnement. Le partenaire récompensé commence à associer l'affection à la performance. Il ne se sent aimé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Cette dynamique est particulièrement destructrice dans les relations où l'un des partenaires a une faible estime de soi. Il devient esclave de la validation extérieure, et la relation devient un jeu de pouvoir. À l'inverse, la punition financière est une forme de violence psychologique. Refuser de payer une facture pour forcer un changement de comportement, bloquer l'accès à un compte pour obtenir une soumission, ou retirer un soutien financier après une dispute. Ces actes ne sont pas des sanctions, ce sont des intimidations. Ils créent un climat de peur. Le partenaire puni apprend à éviter les conflits, non parce qu'il comprend la leçon, mais parce qu'il a peur des conséquences. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la terreur. Et dans une relation saine,
il n'y a pas de place pour la terreur. L'amour ne peut pas exister là où la peur est présente. Ce type de comportement est souvent transmis par les modèles familiaux. Dans de nombreuses familles, l'argent est utilisé comme moyen de contrôle parental. Si tu ne ramènes pas de bonnes notes, tu n'auras pas d'argent de poche. Si tu veux sortir, tu paies toi-même. Ces messages sont internalisés, puis reproduits dans les relations amoureuses. Ce n'est pas un hasard si les couples qui ont grandi dans des foyers où l'argent était utilisé comme punition sont plus susceptibles de reproduire ce schéma. La guérison passe par la reconnaissance de ce schéma, puis par son interruption active. Il faut apprendre à dire « Je ne veux plus utiliser l'argent pour te contrôler. Je veux te parler de ce que je ressens. » La récompense financière comme moyen de compenser une absence émotionnelle est particulièrement toxique. Un homme qui travaille tard et offre un bijou à sa femme pour se rattraper ne résout pas le problème de l'absence. Il le camoufle. La femme ressentira que son besoin d'attention n'est pas reconnu, mais acheté. Ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Et les transactions ne créent pas de lien durable. Elles créent des attentes. Et les attentes, lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, deviennent des ressentiments. Le vrai remède à l'absence, ce n'est pas l'argent, c'est le temps, la présence, l'écoute. Les couples qui utilisent l'argent comme récompense finissent par perdre la capacité de se dire « merci » sans objet. Ils ne remercient plus par des mots, mais par des achats. Ils ne disent plus « je t'aime », mais « je t'ai offert un voyage ». Cela dénature complètement la qualité de la relation. L'authenticité disparaît. Les gestes simples, un câlin, un message, un repas préparé deviennent insignifiants parce qu'ils ne sont pas accompagnés d'un prix. La relation devient superficielle, matérialiste, vide. Et lorsque l'argent cesse d'être disponible, l'amour semble aussi disparaître. Il est crucial de distinguer entre un cadeau spontané et une récompense conditionnelle. Un cadeau spontané est donné sans attente de retour. Il est un geste de générosité. Une récompense conditionnelle est donnée en échange d'un comportement. Elle est un outil de contrôle. La différence est fondamentale. Le premier renforce la confiance. Le second la détruit. Pour identifier laquelle vous utilisez, posez-vous cette question. Si je ne donne pas cet argent, est-ce que je vais me sentir frustré parce que l'autre n'a pas fait ce que je voulais? Si la réponse est oui, vous êtes en train de punir ou de récompenser. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. La solution à cette dynamique destructive est la communication non violente. Au lieu de dire « si tu ne fais pas le ménage, tu n'auras pas d'argent pour tes sorties », il faut dire « je me sens seul quand je dois tout faire à la maison. J'aimerais qu'on en parle ensemble. » Cela change totalement le cadre. On passe du contrôle à la collaboration. On passe du chantage à la vulnérabilité. On passe de la relation transactionnelle à la relation humaine. Cela demande du courage, de la pratique, et parfois de l'aide professionnelle. Mais c'est la seule voie vers une relation saine. L'argent ne peut pas remplacer la reconnaissance émotionnelle. Il ne peut pas compenser un manque de présence, d'écoute ou de tendresse. Aucun cadeau, aussi cher soit-il, ne peut effacer un mot blessant, une absence prolongée ou une indifférence répétée. Et inversement, un simple « je vois ce que tu fais » peut valoir plus qu'1 million d'euros. La valeur de l'affection ne se mesure pas en euros, mais en authenticité. Et l'authenticité ne peut pas être achetée. Elle doit être cultivée. Enfin, la guérison de cette dynamique passe par la création d'un nouveau rituel, celui de la reconnaissance sans contrepartie. Chaque semaine, chaque partenaire doit dire à l'autre « j'apprécie ce que tu as fait et je ne veux rien en échange ». Cela peut être « j'apprécie que tu aies préparé le dîner ». J'apprécie que tu aies écouté sans juger. J'apprécie que tu sois là. Ce rituel, répété régulièrement, rétablit la balance émotionnelle. Il démontre que l'amour n'est pas une transaction. Il est un don. Et les dons ne s'achètent pas. Ils se reçoivent. Un couple qui ne partage pas de projection commune vit dans deux futurs différents. L'un imagine acheter une maison dans 5 ans, l'autre rêve de voyager autour du monde pendant 3 ans. L'un veut se reconvertir professionnellement, l'autre souhaite stabiliser sa carrière. L'un pense à la retraite, l'autre pense à la prochaine fête. Ces divergences ne sont pas des différences de personnalité, ce sont des fractures structurelles. Et elles ne se résolvent pas par l'amour. Elles se résolvent uniquement par la communication,
la négociation, et la volonté commune de construire quelque chose ensemble. Le manque de projection commune est souvent le résultat d'un manque de conversation. Les couples ne parlent pas de l'avenir parce qu'ils pensent que c'est trop sérieux ou que on verra bien. Mais cette attitude est une forme de procrastination émotionnelle. Elle évite la confrontation, mais elle entretient l'instabilité. Sans projet commun, chaque décision est prise individuellement. Chaque achat, chaque dépense, chaque investissement est fait sans référence à un but partagé. Le résultat ? Un désalignement constant. L'un économise pour un avenir sécurisé, l'autre dépense pour un présent immédiat. Et entre les deux, une distance se creuse. Les projections ne sont pas des rêves idéalistes. Ce sont des objectifs concrets, mesurables et réalisables. Un projet commun n'est pas « je veux être riche ». C'est « nous voulons épargner 30 000 € en 3 ans pour un acompte sur un appartement ». Ce n'est pas « je veux voyager ». C'est « nous allons économiser 1 500 € par an pour un voyage en Asie d'1 mois, tous les 2 ans ». La spécificité est la clé. Plus le projet est précis, plus il est motivant. Plus il est flou, plus il est ignoré. Et un projet ignoré est un projet mort. L'absence de projet commun crée une forme de solitude dans la relation. Même lorsqu'on vit sous le même toit, on vit dans des mondes intérieurs différents. L'un pense à la sécurité, l'autre à la liberté. L'un pense à la stabilité, l'autre à l'aventure. L'un veut construire, l'autre veut fuir. Ces visions ne sont pas opposées, elles sont incomplètes. Et une relation ne peut pas se construire sur des fragments. Elle doit se construire sur un tout. Ce tout ne peut exister que si les deux partenaires acceptent de co-créer leur futur, ensemble. Le problème n'est pas d'avoir des visions différentes. Le problème est de ne jamais les comparer. Tous les couples ont des différences. La santé d'un couple ne se mesure pas à l'homogénéité de ses objectifs, mais à sa capacité à les négocier. Un couple qui discute de ses rêves, qui les écoute, qui les adapte, qui les reformule, est un couple en mouvement. Un couple qui évite ces conversations est un couple en stase. Et la stase est la première étape de la rupture. Les projections communes ne sont pas seulement financières. Elles incluent aussi la carrière, la famille, la santé, les loisirs, les valeurs éthiques. Un couple qui ne parle pas de ce qu'il veut pour sa retraite, de ce qu'il pense de l'éducation des enfants, de ce qu'il veut faire de ses vieux jours, ne peut pas prétendre être uni. Ces sujets sont trop importants pour être laissés au hasard. Ils doivent être abordés avec sérieux, honnêteté et empathie. Et ils doivent être intégrés dans le budget, dans les décisions quotidiennes, dans les priorités. Le fait de ne pas avoir de projet commun rend chaque décision financière une bataille. Acheter une voiture ? Dépend de qui veut quoi. Partir en vacances ? Dépend de ce que chacun considère comme prioritaire. Investir dans une formation ? Dépend de qui en a besoin. Sans un cadre commun, chaque décision est un vote. Et une relation qui fonctionne par vote finit par devenir une démocratie chaotique. Là où il devrait y avoir un projet, il n'y a que des conflits. Les couples qui réussissent à construire des projections communes le font en 3 étapes. D'abord, ils identifient ce qui compte pour chacun. Ensuite, ils trouvent les points communs. Enfin, ils créent un plan réaliste pour y arriver. Ce n'est pas un processus rapide. Il peut prendre plusieurs mois. Il peut nécessiter plusieurs discussions difficiles. Mais il est indispensable. Parce que sans vision commune, il n'y a pas de chemin commun. Et sans chemin commun, il n'y a pas de couple. Le manque de projection commune est aussi une forme de lâcheté émotionnelle. C'est plus facile de dire « on verra » que de dire « je veux ça » et « j'ai peur que tu ne veuilles pas ». Mais la facilité n'est pas la vérité. La vérité, c'est que les relations durables sont construites sur des choix conscients. Et les choix conscients exigent des conversations difficiles. Ceux qui les évitent ne sont pas des victimes, ils sont des fuyards. Et les fuyards ne construisent pas de futur. Ils le laissent disparaître. La solution n'est pas de forcer l'autre à adopter vos rêves. C'est de créer un 3e rêve, qui n'appartient à personne, mais à tous les deux. Un rêve qui intègre vos peurs, vos désirs, vos limites et vos forces. Un rêve qui vous fait avancer ensemble, même si vous ne marchez pas exactement au même rythme. Ce rêve-là, il ne peut naître que si vous osez parler. Pas demain. Pas après. Maintenant. Quand la confiance est brisée dans une relation,
les finances deviennent le terrain de bataille privilégié. Ce n'est pas un hasard. L'argent est tangible, mesurable, visible. Il ne ment pas. Il ne peut pas être réinterprété. Quand une personne a trahi l'autre par un mensonge, une dissimulation, une manipulation, l'argent devient le miroir de cette trahison. Chaque facture, chaque virement, chaque achat devient une preuve. Chaque silence devient une accusation. Chaque décision devient un test. La confiance ne se reconstruit pas par des excuses. Elle se reconstruit par des actions répétées, cohérentes et transparentes. Une promesse de ne plus cacher de dette ne vaut rien si, après 3 mois, les relevés bancaires ne sont toujours pas partagés. Une déclaration d'intention de changer ne signifie rien si les habitudes restent les mêmes. La confiance se gagne dans les détails, dans la minutie, dans la constance. Et dans les moments où il serait plus facile de mentir, on choisit de dire la vérité. Les couples qui ont traversé une trahison financière ont souvent un point commun. Ils ont attendu trop longtemps avant d'agir. Ils ont minimisé les signes. Ils ont cru que c'était une exception. Ils ont pensé que l'amour suffirait. Mais l'amour ne répare pas les comportements destructeurs. Il les recouvre. Et la surface finit toujours par se fissurer. La guérison ne commence pas quand la trahison est découverte. Elle commence quand les deux partenaires acceptent de regarder la vérité, sans déni, sans justification, sans victimisation. Le processus de réparation doit être structuré. Il ne peut pas être improvisé. Il doit inclure un diagnostic clair de ce qui s'est passé, un plan de transparence obligatoire, accès aux comptes, notification de dépenses, réunion mensuelle, un accompagnement professionnel, conseiller financier, thérapeute de couple, et un calendrier de vérification. Ce n'est pas une surveillance, c'est une sécurité. Et la sécurité est la base de toute confiance retrouvée. La colère est légitime. Le ressentiment est normal. La douleur est réelle. Mais la vengeance, elle, n'a pas sa place. Se venger par des dépenses cachées, des retards de paiement, des mensonges inversés, ne fait que prolonger la spirale. La guérison ne se fait pas par la destruction de l'autre, mais par la reconstruction de soi. Et cela demande du courage. Le courage de dire « Je suis blessé. Je ne veux plus vivre comme ça ». Le courage de demander de l'aide. Le courage de faire des compromis. Le courage de recommencer. Les couples qui réussissent à rebâtir la confiance après une crise financière le font en 3 phases. D'abord, ils acceptent la douleur. Ensuite, ils créent un nouveau système. Enfin, ils réécrivent leur histoire ensemble. Ce n'est pas une question de pardon. C'est une question de réinvention. Le passé ne peut pas être effacé. Mais il peut être intégré. Et ce qui était une blessure peut devenir une force. La confiance ne se reconstruit pas par des mots. Elle se reconstruit par des actes. Par un relevé bancaire partagé. Par un rendez-vous mensuel. Par un budget écrit et signé. Par un silence qui ne cache plus, mais qui écoute. Par une parole qui ne ment plus, mais qui explique. La confiance n'est pas un état. C'est un processus quotidien. Et il ne peut exister que si les deux partenaires sont prêts à le cultiver, chaque jour, même quand ça fait mal. Il n'existe pas de méthode magique. Il n'existe pas de technologie qui répare la confiance. Il n'existe pas de conseil qui remplace la présence. Ce qui répare, c'est le temps. Mais un temps qui est vécu avec honnêteté. Avec rigueur. Avec respect. Avec patience. Et avec une volonté inflexible de ne plus répéter les mêmes erreurs. Celui qui a trahi doit comprendre que sa responsabilité ne se limite pas à avouer. Elle se poursuit jusqu'à ce que la confiance soit restaurée. Et cette restauration peut prendre des années. Elle exige de la modestie. Elle exige de l'humilité. Elle exige de ne plus jamais se considérer comme pardonné, mais comme en reconstruction. Et celui qui a été trahi doit comprendre que sa guérison ne dépend pas de l'autre. Elle dépend de lui. Il peut choisir de rester ou de partir. Mais s'il choisit de rester, il doit choisir de ne plus vivre dans la peur. Il doit choisir de ne plus regarder chaque dépense comme un piège. Il doit choisir de croire, non par naïveté, mais par volonté. Parce que la confiance, une fois perdue, ne revient pas. Elle se reconstruit. Et elle ne revient que si les deux veulent la reconstruire ensemble. Reconstruire une relation saine après des années de désaccords financiers ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas avec des mots doux.
Ça ne se fait pas avec des cadeaux. Ça se fait avec des habitudes. Des habitudes concrètes, répétées et systématiques. Ce n'est pas un changement de mentalité, c'est un changement de comportement. Et les comportements, eux, se construisent par la répétition. Commencez par établir un budget partagé, écrit et signé. Pas un document vague. Un document réel, avec des chiffres, des objectifs, des dates. Mettez-le sur papier. Imprimez-le. Accrochez-le au frigo. Partagez-le sur votre téléphone. Faites-en une référence quotidienne. Ce n'est pas une contrainte, c'est votre boussole. Il vous dira où vous allez, et ce que vous devez faire pour y arriver. Créez un compte joint exclusivement pour les dépenses communes, loyer, factures, assurance, épargne pour l'avenir. Personne ne touche à ce compte sans accord mutuel. Chaque dépense est notifiée. Chaque virement est visible. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a que de la transparence. Et cette transparence, elle, reconstruit la confiance. Définissez un rendez-vous mensuel de 45 minutes, sans téléphone, sans distraction, uniquement pour parler de l'argent. Pas pour critiquer. Pas pour juger. Pour écouter. Pour comprendre. Pour ajuster. Posez-vous les questions. Qu'est-ce qui a changé depuis le mois dernier? Quels sont nos succès? Quels sont nos défis? Qu'est-ce que nous voulons atteindre le mois prochain? Ce rendez-vous n'est pas une formalité, c'est le cœur de votre relation financière. Apprenez à parler de vos peurs. Pas de vos dettes. Pas de vos salaires. De vos peurs. J'ai peur de ne jamais être capable de me sentir en sécurité. J'ai peur que tu me juges pour ce que j'ai dépensé. J'ai peur que tu partes si tu découvres ce que je cache. Dire ces phrases, c'est ouvrir la porte à la guérison. Et écouter ces phrases, c'est montrer que vous êtes prêt à rester. Ne comparez jamais votre couple à un autre. Votre histoire est unique. Vos défis sont propres. Vos solutions doivent l'être aussi. Ce n'est pas parce que vos amis ont acheté une maison qu'il faut en acheter une. Ce n'est pas parce que vos collègues voyagent chaque année qu'il faut en faire autant. Votre chemin est le vôtre. Construisez-le avec ce que vous avez, pas avec ce que les autres ont. Invitez un conseiller financier neutre, externe, professionnel. Pas un ami. Pas un parent. Un expert. Qui ne prend pas parti. Qui ne juge pas. Qui vous guide avec des faits, pas avec des émotions. Un conseiller peut vous aider à clarifier vos priorités, à organiser vos dettes, à créer un plan d'épargne réaliste. Il ne décide pas pour vous. Il vous aide à décider ensemble. Faites des choix qui reflètent vos valeurs, pas vos peurs. Si vous voulez être libre, arrêtez de dépenser pour vous rassurer. Si vous voulez être en sécurité, arrêtez de fuir les conversations. Si vous voulez être heureux, arrêtez de chercher la validation dans les achats. Vos choix financiers doivent être des expressions de qui vous êtes, et non des moyens d'éviter qui vous êtes. Et enfin, répétez chaque jour cette phrase. Notre relation est plus précieuse que notre argent. Écrivez-la. Dites-la. Pensez-la. Vivez-la. Parce que l'argent ne construit pas une relation. Il la révèle. Et si vous avez décidé de la reconstruire, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour y arriver. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils concrets, réalistes et sans filtre sur comment construire une relation stable, équilibrée et durable, pas grâce à l'amour romantique, mais grâce à des choix quotidiens éclairés. Likez cette vidéo si vous avez reconnu l'une de ces erreurs dans votre couple. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et laissez un commentaire. Quelle est la première chose que vous allez changer dès aujourd'hui? Nous lisons chaque mot.